c'est que tu essaies de vivre 2 vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Bonjour à tous, c'est Simon, je suis avec Arnold. Salut. On va à nouveau vous parler de Spider-Man No Way Home, mais pas pour en faire la critique, ça c'est une vidéo qui existe déjà, allez donc la regarder, elle est très intéressante et en plus on n'a pas les mêmes avis, donc il y a un débat nourri et précis sur cette grande œuvre, mais non, on avait envie de vous parler, tout simplement du personnage de Spider-Man, à travers notamment les comics, parce qu'une des particularités du dernier épisode en date du MCU, c'est qu'il s'inspire de plusieurs comics différents, de plusieurs périodes différentes, et que, comme toi tu es un fervent lecteur de comics, on s'est dit que c'était un petit peu l'occasion de revenir sur différentes phases, différents moments de la carrière, de la vie du personnage de Spider-Man, et on va tout de suite voir, déjà peut-être te demander tout simplement, toi les comics Spider-Man, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique au sein de l'écurie Marvel, pour toi, qu'est-ce qu'ils représentent de particulier? Déjà ça a été, après les 4 Fantastiques, les premiers à arriver en fait au sein de l'écurie Marvel et à véritablement imposer ce qui est devenu la marque de fabrique de Marvel, avec ces personnages qui sont des super-héros, certes, qui ont des super-pouvoirs, mais qui ont aussi des problèmes du quotidien, voilà, qui sont confrontés, problèmes amoureux, problèmes financiers, problèmes familiaux. Et justement, Spider-Man, c'était véritablement Peter Parker, l'adolescent, celui auquel les lecteurs pouvaient s'identifier, en fait. Et étant gamin, moi aussi, évidemment, quand j'ai découvert les comics de Spider-Man, forcément, ça a été un des premiers super-héros vers lesquels je me suis dirigé, avant les Batman, Superman, qui ont un côté bien plus mature, en tout cas qui ont gagné en maturité dans les années 90-2000 et qui étaient plus destinés véritablement à un jeune public, quoi. D'accord. Et alors, peut-être pour voir un petit peu quels sont les différents éléments des bandes dessinées, des comics, que le film de John Watts va picorer, déjà il y a un élément qui est assez important, c'est le fait qu'à un moment soit révélée l'identité de Spider-Man. Ce qui se passait donc à la toute fin, ce qui concluait le deuxième, donc Far From Home, et ce qui ouvre, on va dire, la situation que doit d'abord commencer par essayer de régler Peter Parker au début du film, au début de No Way Home. Ça y est, on a révélé son identité. Absolument, et c'est quelque chose qu'ils ont directement récupéré de normalement Civil War. C'est-à-dire que en fait, pendant Civil War, donc les comics, pas le film, l'identité de Peter Parker est révélée, ce qui bouleverse totalement sa vie. Il décide d'aller devant un parterre de journalistes, véritablement, il enlève son masque, il décline son identité, et à partir de ce moment-là, tout va changer pour lui, et évidemment, chose qu'on retrouve exactement dans le film de John Watts pendant la première demi-heure, on va dire, avant que le film passe ensuite au multivers et aux autres super vilains et à une autre intrigue qui, encore une fois, a été piochée directement dans les comics. Et alors, ce qui est intéressant, parce que moi j'ai l'impression, mais je suis pas un gros lecteur de comics contrairement à toi, donc je dis peut-être une bêtise, je te pose la question. Moi j'ai l'impression que autant au cinéma, dans le MCU, la question des identités secrètes a été un truc qui a jamais été vraiment abordé. Tu vois, dès le premier Iron Man se termine par Tony Stark qui dit « Hey, c'est moi Iron Man ». Mais j'ai l'impression que dans les comics, ça a toujours été un truc beaucoup plus important. La question de la dualité, la question du fait de se dissimuler, de dissimuler son identité. Et est-ce que... j'avais remarqué ça. D'accord, c'est effectivement quelque chose qui est inhérent au genre du super-héros, clairement, et qui a été traité de différentes façons, aussi bien sur papier qu'à l'écran, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des super-héros et des personnages où ça devient véritablement un dilemme pour eux, à savoir est-ce que je dois révéler mon identité ou pas, et quelles conséquences ça peut avoir sur ma vie et celle de mes proches. Et dans le cas de Spider-Man, c'est exactement ça, parce que il est au-delà de lui, il y a aussi effectivement les risques liés à Tante May, à MJ, et à ses amis, Flash Thompson, les autres, tandis que d'autres, typiquement Superman a presque immédiatement choisi en fait de cacher son identité du fait que déjà ils viennent d'une autre planète. Oui, puis il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de dilemme en lui sur est-ce que je dois révéler que je suis Clark Kent ou que Clark Kent est Superman. C'est pas une question qui est centrale, qui le fonde. Tout à fait. Ou effectivement, Iron Man, le personnage est défini par le fait que les gens savent que Iron Man est Tony Stark, en fait. Et ça a été traité de différentes façons selon les personnages, et en particulier au sein de l'univers de Marvel, on a effectivement plusieurs questions autour de l'identité secrète, et Spider-Man est un des personnages les plus intéressants à mes yeux. Et alors, un autre élément très important du scénario, qui est d'ailleurs qu'on peut voir dans les bandes annonces. Oui, d'ailleurs, j'en profite, on va spoiler dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le film, et si vous ne voulez pas être spoilé, fuyez mes bons amis, parce qu'on va pas vous prévenir à chaque fois. C'est pas non plus le but
intrinsèquement de la discussion qu'on a, mais forcément, pour pouvoir analyser différents éléments, on va rentrer dans la matière première du film. Donc, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne voulez pas être spoilé, fuyez. Mais donc, voilà, ce qu'on a vu notamment dans les bandes annonces, et donc qui est pareil, qui est dans le premier tiers du film, qui arrive assez vite, c'est que Peter va demander à Doctor Strange d'avoir recours à son talent, à son super pouvoir à lui, à savoir l'usage de la magie, afin de l'aider. Enfin, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire de quelle manière est-ce que c'est fait dans le film, c'est fait dans les comics? Comment tout ça s'imbrique? Bien sûr. Effectivement, comme Simon l'a dit, déjà dans la bande-annonce, on avait vu que donc, Peter Parker va sonner chez le Doctor Strange parce que son identité étant révélée, sa vie et celle de MJ, Ned, Tante May, Happy, enfin tous ses proches, se retrouvent assez bouleversés. Et donc il y a la police qui vient taper à sa porte. Il y a une histoire de procès qui est en train de se mettre en place. Il est refusé au MIT et ses amis aussi à cause du fait qu'il est Spider-Man. Et donc il décide d'aller voir le Docteur Strange pour lui dire « Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider parce que depuis que les gens savent que je suis Spider-Man, c'est pas cool pour moi. » Ce à quoi le Docteur Strange lui dit en fait non, puisque tu pouvais tout simplement appeler la faculté et essayer de faire un effort quoi. Voilà. Donc au début il est pas très chaud, mais bon. Ensuite, il tente de lancer un sort pour que le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man. Sort qui déclenchera, qui foirera véritablement et qui déclenchera l'arrivée donc des super vilains des anciens films de Spider-Man. Et c'est quelque chose qu'on retrouve directement dans un comics, en tout cas un comics bien particulier, qui s'appelle Un jour de plus, et dans lequel, en fait, véritablement, on a Peter Parker qui, donc après, une fois que son identité a été révélée, il est attaqué par un sniper. Une des balles du sniper touche Tante May, et donc Tante May est transportée à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, les médecins disent qu'ils ne peuvent strictement plus rien pour elle. Peter Parker refuse de la laisser mourir. Il s'acharne, il affronte même Iron Man qui lui justement lui dit qu'il faut accepter qu'un jour elle puisse partir parce que il considère que c'est de sa faute et il refuse de porter ce poids et cette culpabilité. Donc il va voir Doctor Strange et Doctor Strange lui dit « Je suis désolé, je peux rien pour toi, faut accepter le fait qu'elle va mourir quoi ». Peter Parker désobéit, il utilise la magie sans son accord. Sans l'accord de Strange. Sans l'accord de Strange, tout à fait. Exactement comme ce qu'on voit en fait dans Spider-Man No Way Home en fait, où il décide à un moment de plus ou moins utiliser la magie à sa sauce quoi. Et ensuite, une fois que le Docteur Strange s'en rend compte, donc Peter Parker est blessé pendant qu'il utilise la magie, il soigne Peter Parker et après Peter, un peu plus tard, rencontre Mephisto qui lui propose un pacte, à savoir échanger la vie de Tante May contre son mariage et son amour pour MJ. Ce qui est, encore une fois, on retrouve dans Spider-Man No Way Home à la toute fin, en fait, quand Peter Parker doit accepter que le sort de Doctor Strange doit être relancé, le monde doit oublier qu'il est Spider-Man, et en même temps, il doit sacrifier son histoire avec MJ, Happy... ils ont envie de disparaître de la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Exactement. Alors c'est marrant parce que moi, tu vois, quand je vois ça, je me dis à la fois, dans le film, je me dis à la fois, tiens, c'est un vrai enjeu parce qu'à un moment, il doit dire, ah ok, est-ce que pour protéger le monde et on va dire la fabrique de la réalité, l'étanchéité de notre monde par rapport aux autres dimensions du multivers, je vais donc sacrifier toute ma vie et je vais disparaître aux yeux de mon grand amour, de tous mes proches, quoi. Et je me dis à la fois, c'est vrai que c'est un enjeu, c'est un vrai sacrifice pour le personnage, et en même temps, ce qui m'embête, c'est que c'est presque un reboot. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de sacrifier ce qu'on lui a fait parcourir pour pouvoir recommencer à zéro. Et est-ce que ça, c'est un truc qu'on trouve aussi dans les comics ou qui a été problématique ou que sais-je Et en fait, c'est exactement ce qui a motivé l'écriture d'Un jour de plus chez Marvel, puisque à l'époque, Joe Quesada venait d'être nommé rédacteur en chef de Marvel, et il faut savoir qu'en fait, il détestait le mariage entre Peter Parker et MJ parce qu'il considérait que c'est à partir de cet événement que Peter Parker est devenu un vieux. Véritablement. Ah oui, que c'est plus un jeune garçon post-adolescent ou post-adolescent. Là, même un jeune adulte à la limite qui effectivement est en train de devenir, qui a franchi la vingtaine et qui s'apprête à aller vers la trentaine. Non, là effectivement, le fait qu'il soit marié, installé avec MJ, ça faisait de lui un vieux et du coup ça le dérangeait, ne serait-ce qu'en termes de longévité du personnage. Et du coup il a décidé, il a réuni tout un parterre de scénaristes, d'artistes, d'auteurs au sein de l'écurie Marvel qui ont imaginé cette histoire Un jour de plus. On va faire mourir Tante May, ou en tout cas on va la mettre entre la vie et la mort, et forcer Peter Parker à faire un choix entre Tante May et MJ.
chose que les lecteurs ont vraiment détesté, puisque en fait, le fait que Peter Parker véritablement renie tout ce qu'il le fait, à savoir ne jamais céder à la facilité, toujours essayer de se battre, et qu'en plus MJ l'encourage et lui dise non mais tu sais, il faut que tu sauves Tante May, c'est plus important. Un jour de plus reste considéré encore aujourd'hui comme un des pires comics qui a été écrit autour de Spider-Man, et la fin est extrêmement controversée et continue de déclencher pas mal de débats au sein des fans, quoi. D'accord, c'est marrant. Et non, puis en plus, alors pour le coup, le dilemme, ma tante que j'adore et l'amour de ma vie, c'est très bizarre comme dilemme en plus, enfin, je l'ai pas lu, hein, mais là, comme tu m'en parles, je me dis, ah ouais, c'est particulier. Chose que justement Spider-Man No Way Home a vraiment retravaillé et a réussi à amener beaucoup plus subtilement Pour justement le coup, oui, à la fin. ouais. Plutôt que vraiment cet ultimatum de bon c'est Tante May ou MJ et puis t'as pas d'autre choix, quoi. Oui, et puis c'est affreux parce que si tu veux, c'est bête ce que je vais dire, mais après c'est facile, mais j'ai du mal à imaginer un personnage de 30 ans disant je vais sauver ma vieille tante qui est a priori déjà très âgée quand même, enfin âgée en tout cas, à tout le moins, et puis sacrifier l'amour de ma vie, ça me rend même pas très sympathique. Je me dis il a des problèmes, il y a des petites tata issues. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit dans le comics, puisque au fur et à mesure, ne serait-ce que il affronte Iron Man et on voit un Peter Parker qui est désemparé, complètement perdu, qui cède à la violence, à la colère, et qui vraiment refuse en fait d'endosser la responsabilité qu'à cause de lui, Tante May s'est pris une balle, et à cause de ça, il décide à la place de véritablement disparaître aux yeux de MJ et des autres, parce que il considère que c'est plus simple, quoi. Ce qui a permis de rebooter le personnage et parce que alors attends, question toute bête, mais donc il sauve Tante May et il disparaît aux yeux de MJ, mais est-ce que ça veut dire que lui revient dans le passé? C'est-à-dire c'est quoi? C'est juste il a toujours 30 ans, on va dire, et c'est juste qu'il est plus avec MJ et que Tante May est vivante. Ah, tout à fait. D'accord. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, après cette histoire, qui a été décriée et détestée, Marvel, justement, pour se faire pardonner, a écrit une autre histoire qui, encore une fois, se retrouve plus ou moins dans Spider-Man No Way Home, qui s'appelle One Moment in Time, et qui n'est pas paru en France, en tout cas je ne crois pas. Et donc dans ce comics, en gros, ils effacent ce qu'ils ont fait dans Un jour de plus, véritablement, plus ou moins. Et en fait, le Docteur Strange utilise un sort pour que le monde oublie que, justement, Peter Parker est Spider-Man, exactement comme dans Spider-Man No Way Home. Et donc, en fait, c'est un petit peu, on remet la poussière sous le tapis. Non, mais tout ça, en fait, Un jour de plus, ça n'a pas existé. Mais bon, on va quand même récupérer des éléments qui étaient bien pratiques. Et Marvel a monté un petit peu sa petite sauce pour s'arranger autour du mariage de Spider-Man. Bon, et puis alors, il y a un élément central dans No Way Home, c'est le fait qu'on a plein de méchants qui reviennent, là en l'occurrence du passé cinématographique de Spider-Man, c'est-à-dire les méchants qu'on a vus dans les trilogies de Sam Raimi et de Mark Webb. Mais ça aussi, c'est pas spécifique en fait au cinéma du tout, ça nous vient des comics. Exactement. Déjà, ne serait-ce que la plupart des méchants qu'on voit font partie des fameux Sinister Six, qui font partie des premiers ennemis qu'affronte Spider-Man dans les comics de Stan Lee et de Steve Ditko. Mais surtout, encore une fois, il y a un arc narratif, à mon avis, dans lequel a largement puisé le film de John Watts. C'est un arc narratif qui s'appelle Happy Birthday, donc Joyeux anniversaire, dans lequel, je t'en prie, dans lequel en fait Doctor Strange doit affronter Dormammu, qui doit donc qui était le méchant dans le premier Doctor Strange, dans le premier film Doctor Strange, exactement. Et donc Dormammu essaie de rentrer dans notre dimension. Le Doctor Strange tente de l'empêcher. Il lance un sort. Le problème, c'est que Peter se retrouve au beau milieu du combat, en fait, il est pris au milieu de ce sort. D'accord. Et il est envoyé en fait à travers différentes temporalités et différentes réalités. Après ça, donc le Docteur Strange lui file un coup de main et il l'aide à trouver la sortie, en fait, parce donc on est quand même assez proche, mine de rien, de ce qui très voisin en tout cas de ce qui se passe dans le dans le film de John Watts qui est sorti il y a quelques jours. Exactement. Et donc Peter se retrouve à la fois dans le passé, c'est-à-dire qu'il revoit le moment où il a été mordu par la fameuse araignée radioactive. Il se retrouve aussi dans le futur, où dans le futur Tante May est morte justement, et il est poursuivi par la police. Spider-Man est considéré comme un criminel, voilà.
chose qu'on retrouve encore une fois au tout début du film. Et surtout, après ça, donc, le Docteur Strange l'aide à sortir de ces différentes temporalités et il affronte et revit tous les plus grands moments en fait, de sa vie, à savoir son premier affrontement contre le vautour, par exemple, ou la mort de Gwen Stacy, chose encore une fois qui est évoquée via le Peter Parker de Andrew Garfield qui fait son retour dans Spider-Man No Way Home et encore une fois et qui ont donné même l'occasion de rattraper son non-rattrapage dans The Amazing Spider-Man 2. Tout à fait, et justement en fait le fait de ramener les super méchants qu'on trouvait dans la trilogie de Sam Raimi et de Mark Webb et en plus les Spider-Man en même temps, ça laisse penser effectivement que Marvel s'est un petit peu inspiré de cet arc narratif, à savoir nous reproposer un best-of en fait des plus beaux moments et des plus grands moments de Spider-Man au cinéma, chose qui avait plus ou moins déjà été faite dans les comics. Et alors, moi j'ai une question que je voulais te poser parce que c'est un truc que nous on évoque très souvent, nous journalistes, cinéma et super-héros, mais je me rends pas compte d'à quel point le grand public l'a identifié ou pas. On parle souvent des Sinister Six, qui avait été un projet avant que Sony se rapproche de Disney, qui a été avorté, dont on s'est dit à un moment en voyant tous ces méchants apparaître dans les premières bandes annonces de No Way Home, on s'est dit tiens, est-ce qu'ils vont pas nous faire les Sinister Six? Concrètement, qu'est-ce que c'est les Sinister Six? Alors, les Sinister Six, c'est donc les 6 premiers méchants, en tout cas les 6 méchants principaux qu'affronte Spider-Man dans les tout premiers récits de Stan Lee et Steve Ditko. Donc on a, alors je vais essayer de les faire de tête, ça va être difficile, mais on a au moins 2 sur le Docteur Octopus, le Vautour, Mysterio, l'Homme Sable, Kraven le Chasseur. Parmi ces fameux Sinister Six des comics, on en retrouve quand même beaucoup dans le film de John Watts. Et en fait, tous ces super vilains qui ont à un moment été vaincus en fait, dans les précédents numéros, à un moment, le Docteur Octopus décide de tous les réunir, il va les voir un par un et il dit quand même, on a un peu marre de se faire tatane par Spider-Man, donc ce serait on va se mettre tous ensemble. On va se mettre tous ensemble. Et ce qui se passe en fait, c'est que Spider-Man, donc il s'attaque à Spider-Man les uns après les autres, puis ensuite collectivement, et pour avoir un avantage en fait sur le teaser, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'attaquent dans un environnement qui les arrange tous les uns après les autres. Donc typiquement le vautour l'attaque dans les airs, l'homme sable près d'un chantier de construction où il y a du sable, voilà, Electro près d'une centrale, enfin on a compris l'idée. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois plus ou moins en fait dans Spider-Man No Way Home, ne serait-ce qu'au moment où apparaît Electro. On le voit, il sort de câbles de haute tension, et pareil, l'homme sable, voilà, il est à côté, c'est pas d'une plage, mais en tout cas d'un endroit où il y a du sable, et voilà, en fait, on exploite véritablement la nature et les super pouvoirs de ces super vilains, et c'était quelque chose qu'on retrouvait dans la toute première apparition des Sinister Six, en fait. D'accord. Ok, voilà, je me disais bien que ça valait le coup de revenir un peu là-dessus. Soin. On embrasse nos amis belges. Absolument, je sais pas pourquoi j'ai fait un mauvais accent belge, ça n'a aucun sens. Oui, et alors tu en avais dit un mot dans la vidéo critique du film, tu avais dit un petit mot de l'apparence d'Electro, et tu disais que tu avais été plutôt très satisfait du look qu'il avait dans le film, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et pourquoi satisfait, pourquoi tu ne l'étais pas de sa précédente incarnation, et enfin voilà quoi. Justement, on parlait des toutes premières aventures de Spider-Man écrites par Stan Lee et dessinées par Steve Ditko. Et justement, on retrouve une certaine volonté de la part en tout cas de Marvel Studios. Je ne sais pas si c'est de rendre hommage ou en tout cas de revenir aux origines, mais le nouveau design d'Electro, comme je l'expliquais dans la vidéo, lorsqu'il utilise son électricité ou qu'il recharge son électricité, en fait, il prend la forme et le costume qu'il avait originellement dans les tout premiers comics, au niveau de son masque et même au niveau de sa tenue et des différents éclairs en fait qu'il jette. Et c'est un retour aux sources véritablement par rapport à la version bleue en fait de Spider-Man le destin d'un héros, qui elle était une version moderne apparue au début des années 2000 en fait, et qui est une des rares versions justement où il est apparu bleu en fait, là où traditionnellement le personnage avait toujours eu le jaune en fait comme couleur représentative quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Je t'avoue, je ne savais pas du tout. Et c'est pour ça que en fait quand déjà dans la bande annonce on le voit avec ce nouveau design, déjà j'étais bien plus content parce que je me suis dit ok d'accord. Il y a en plus d'un petit clin d'œil à Stan Lee et Steve Ditko, on retourne à l'essence du personnage et ça me faisait vraiment plaisir quoi. Mais
Pardon, mais d'ailleurs, c'est même quasiment dit de manière un peu méta dans le film, où le personnage, joué par Jamie Foxx, dit ah bah dis donc, dans cette dimension, je suis bien mieux, je suis bien plus en valeur. Et voilà, tu sens un peu Marvel qui dit genre, c'est bon les gars, on a compris, on va pas vous remettre l'horrible étron bleu là, qui parle pas machin. Bon, mais alors du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres comics, de manière peut-être plus souterraine, moins directe, qui ont inspiré le film ou pas? Eh ben, comme on parlait justement des premières aventures de Ditko et Stan Lee, et en fait, déjà dans ces aventures, quelque chose qu'on retrouve dans Spider-Man No Way Home, c'est en fait des méchants qui s'en prennent un peu gratuitement ou qui s'acharnent en fait sur Spider-Man. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouvait dès l'origine. Et il y a quelque chose aussi dans Spider-Man No Way Home qui résonne. C'est un Spider-Man qu'on essaie de représenter de manière un petit peu plus adulte. Moins fantaisiste en tout cas. Ah oui, dans sa représentation, parce que j'allais dire il est encore très jeune, mais... Tout à fait. Oui, tu veux dire dans la manière, ok d'accord, de le dépeindre. Exactement, et ne serait-ce que même ce que nous montre la fin justement de Spider-Man No Way Home, avec ce Spider-Man qui s'installe dans son appartement, qui se fabrique son propre costume et s'éloigne en fait voilà, de cette image qu'il traînait depuis 2 films. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve directement en fait dans les comics de Straczynski et de Romita Jr., qui ont pris la suite en fait de Stan Lee et de Steve Ditko, et qui se sont éloignés en fait de cette image un petit peu dépassée et enfantine véritablement des comics Spider-Man pour traiter de choses beaucoup plus adultes avec un Spider-Man en proie au doute un petit peu plus tourmenté, et c'est clairement quelque chose qu'on retrouve dans Spider-Man No Way Home. Et ensuite, l'inspiration majeure, évidemment, qui a servi pour le film, c'est Spider-Verse, qui a aussi... Ah bah clairement, oui. Qui a aussi Spider-Man Into the Spider-Verse, qui lui n'est pas un comics, mais est un long métrage d'animation de Sony, qui en France s'appelle New Generation. Exactement, et qui, même chose, a été inspiré du comics Spider-Verse, dans lequel, véritablement, c'est toutes les versions possibles et imaginables du multivers de Marvel, donc toutes les versions de Spider-Man qui s'unissent en fait face à un super vilain qui s'appelle Morlun, qui est une espèce d'être mystique vampirique en fait qui se nourrit de ceux qui sont porteurs du pouvoir de l'araignée à travers le multivers en fait, et donc les différentes versions de Spider-Man décident de tous s'unir et de se retrouver les unes les autres en fait, pour effectivement arrêter ce super vilain qui les tue les uns après les autres, quoi. C'est très fun, c'est du pur divertissement, véritablement un gros crossover Marvel bien gras mais hyper agréable, et encore une fois c'est exactement l'atmosphère et l'ambiance qu'on retrouve à partir du moment où Tobey Maguire et Andrew Garfield débarquent, et là c'est allez, toutes les versions contre les super méchants et on va s'éclater, véritablement c'est ce qu'on retrouve à la fin de Spider-Man No Way Home, quoi. Très bien, et alors moi je voulais te demander, parce que du coup on a cité des époques différentes, des comics différents, est-ce que toi tu trouves que à ce niveau-là le boulot a été bien fait, c'est-à-dire que ça a été bien implanté, bien travaillé, enfin est-ce que en gros le film utilise intelligemment sa matière première? Alors pour le coup, oui, par rapport à en tout cas Homecoming ou Far From Home, qui, encore une fois, piochait un petit peu à droite à gauche dans certains arcs narratifs et dans certains récits consacrés à Spider-Man. Là, je trouve que justement, c'est plus harmonieux. Ils ont réussi à corriger véritablement les défauts justement des comics dans lesquels ils ont puisé. Tout en développant leur propre scénario, leur propre récit. Et ça, pour le coup, je trouve ça un peu mieux accompli que dans Homecoming et Far From Home, malgré tous les défauts que peut avoir le film et le scénario dans son ensemble. Et pour le coup, alors, ne serait-ce que le fait de véritablement retourner aux matériaux d'origine et aux comics, plutôt que d'essayer de raconter une histoire un petit peu indépendante qui serait partiellement inspiré des comics, mais qui voudrait véritablement s'en détacher parce que non, on fait quand même du cinéma et on propose autre chose, ça me dérangeait, et là au moins on le retrouve dans Spider-Man No Way Home, et c'est pour ça que je vous encourage à lire tous les comics dont on a parlé, parce que vous allez vraiment retrouver beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans le film de John Watts, et justement remarquer ces petites différences et ces petites subtilités d'écriture qui, à mes yeux en tout cas, ont été plutôt réussies dans Spider-Man No Way Home, quoi. Et alors un truc dont on n'avait pas prévu de parler, mais là je viens d'y penser, du coup j'ai très envie de t'en parler, parce que moi j'en ai lu beaucoup moins que toi. En revanche, quand je devais avoir, je dirais 15 ans à peu près, il y avait un run qui était dont parlaient tous, et que pour le coup j'avais pas mal lu en grande partie, qui était celui avec les clones, où on se rend compte qu'il y a plusieurs itérations de Peter, de Spider-Man, et on se retrouvait en fait littéralement avec plein de
plusieurs Spider-Man différents, notamment Scarlet Spider, je crois, si je dis pas de conneries. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Voilà, et ça, moi, je sais que j'avais adoré ça ado. Je trouve ça complètement dingo, complètement fou. J'aimais beaucoup le design des autres personnages, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'il en est devenu. Est-ce que c'est un truc qui a été suivi, qui a été prolongé dans les publications? Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'il y a déjà eu des projets d'adaptation spécifiquement de ce run-là? Parce que vraiment, je trouve le truc super excitant, quoi. Et sans aller dans un délire aussi loin qu'un multivers, parce que c'est pas plusieurs univers, tout se passe dans le même univers. Mais moi, toute l'intrigue autour des clones de Peter, j'avais trouvé ça démentiel. Eh ben, c'est quelque chose dont c'est un peu servi, notamment tout ce qui est les adaptations en animation, en particulier, les séries animées notamment. Mais en tout cas, pas que je sache, il n'y a eu aucun projet ou aucun long métrage qui s'est dit « je vais directement m'inspirer de cet arc narratif », donc la saga du clone, effectivement, qui est un des plus grands moments de l'histoire de Spider-Man, et bizarrement pas forcément le plus apprécié par les fans, justement. Ouais, voilà, je me demandais aussi quel était un peu son statut. Et avec du recul, il a été un petit peu réévalué et réhabilité. Néanmoins, il reste considéré vraiment comme un arc narratif pas forcément très apprécié par les fans, du fait qu'ils se sont sentis trompés en fait quand on leur a annoncé que en fait Peter Parker était un clone et ça ils l'ont encore toujours un petit peu en travers de la gorge, mais en tout cas non, ça a été suivi. Le personnage de Ben Reilly, justement, donc le clone de Spider-Man, a ensuite continué d'être exploité en tant que Scarlet Spider. Et notamment, il y a un comics, encore une fois, que je vous recommande, qui s'appelle L'Histoire d'une vie, qui en fait part du principe qui raconte l'histoire de Spider-Man, mais Spider-Man dans ce comics vieillit. C'est-à-dire qu'il apparaît dans les années 60, comme dans sa vraie vie, et au fur et à mesure, c'est-à-dire que dans les années 2000, il a donc 40 ans, et il est confronté aux différents âges de la vie. Et donc Ben Reilly, donc ce fameux clone, est intégré à l'intérieur du récit. Et en fait, on développe toute une histoire autour de Ben Reilly qui aurait pu en fait devenir l'autre version qu'elle n'a jamais été Peter Parker, et qui est vraiment fascinant. Donc voilà, c'est un personnage qu'on retrouve toujours, qui a clairement trouvé sa place dans la mythologie de Spider-Man, qu'on n'a pas malheureusement là dans Spider-Man No Way Home, mais qui pourrait, à mon avis, à un moment tout à fait trouver sa place au cinéma, parce que en tout cas, ne serait-ce que dans le cœur des fans, Ben Reilly et Scarlet Spider est un personnage très apprécié, contrairement à la saga des clones, ce qui est assez paradoxal. Ouais, d'accord. Et pareil, je te pose la question, c'est une partie que je connais absolument pas, mais j'ai vu des gens en causer autour de moi, et donc je voulais t'interroger là-dessus. Il me semble qu'il y a un arc, enfin peut-être plusieurs d'ailleurs, dans lequel Flash Thompson rencontre le symbiote et devient une saloperie. Et donc du coup, comme le film se termine, non pas avec Venom, mais avec un morceau de Venom, et que Flash Thompson est établi dans l'univers partagé Sony-Disney, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça pourrait être une piste d'antagoniste ou de moyen de faire arriver Venom dans cet univers-là? Alors, ce serait vraiment pas bête du tout, et en plus, ça déjouerait énormément les attentes du spectateur, puisque tout le monde s'attend à ce qu'effectivement ce soit Eddie Brock qui récupère, en tout cas le Eddie Brock du MCU, qui récupère le symbiote. Et effectivement, Flash Thompson, à un moment, a récupéré donc le symbiote Venom, et est devenu le personnage qu'on a connu sous le nom de Agent Venom, en fait. C'est-à-dire que le Shield... Oui, ça me dit quelque chose. Exactement, parce que en fait, le Shield a récupéré Venom à Eddie Brock, et l'a donné à Flash Thompson, donc pour que... Des types responsables. Exactement. Non, en tout cas, dans les comics, il était beaucoup plus responsable, et surtout, il avait été blessé parce qu'il venait de servir en Afghanistan ou en Irak, je crois. Donc du coup, militaire de formation, et on s'est dit, non seulement on va utiliser... à quelqu'un qui va le tenir, quoi. Exactement. Non seulement le symbiote pouvait le guérir, et en plus, il pouvait accomplir des missions au nom du Shield et du gouvernement américain grâce à ça. C'est devenu donc un personnage très cool, véritablement, avec donc c'est Venom, mais avec des flingues, en fait. Donc c'est encore mieux, voilà, tout simplement. Et pas que d'ailleurs, avec des mitraillettes, enfin voilà, avec un arsenal digne du Punisher, en fait, et c'est vraiment super. Après, bien évidemment, après un certain temps, Venom est retourné à Eddie Brock, mais ça pourrait être très malin parce que typiquement, ce petit morceau de symbiote qu'on voit dans la scène post-générique oublié sur le bar pourrait être récupéré par le Shield, effectivement, qui... Enfin oui, il n'y a rien qui s'y oppose en tout cas. Exactement, et puis une entité extraterrestre qui débarque sur Terre, normalement, c'est le Shield qui s'en occupe, ou au moins le Sword, ou une des deux, le fait qu'il pourrait le récupérer et éventuellement peut-être pas le donner à Flash Thompson, mais que Flash Thompson se retrouve plus ou moins impliqué dans cette affaire, ça pourrait être quelque chose qu'on retrouve effectivement dans les prochains films, et qui pourrait être très intéressant.
Eh ben écoute, je pense qu'on a un petit peu fait le tour du sujet. Je te remercie Arnold. Mais c'est moi. Oh, vous êtes bien urbain. On a parlé de comics, donc je suis très heureux. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Nous en tout cas, on a pris plaisir à la faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à Écran Large. Pourquoi vous abonner? Parce que vous pouvez devenir un membre premium. C'est quoi un membre premium? Non, ça n'est pas de la pornographie, pas du tout. Il se trouve que pour survivre, Écran Large a besoin de vous et de vous surtout, en fait, de votre argent. Vous n'êtes pas obligé de nous lire, mais payez. Votre argent, c'est parce que tout simplement, si vous vous abonnez à Écran Large, ça nous aide, ça nous permet de croître, de continuer à exister, à tenir, à travailler, tout simplement parce que la vie est dure. Alors pour ceux qui le veulent, mais surtout ceux qui le peuvent, vous trouverez en description de cette vidéo un petit lien qui vous permet de contracter un abonnement de soutien. Je dis de soutien parce que c'est pas un abonnement qui va transformer Écran Large en paywall où tous les articles deviendraient payants, certainement pas. Nous, notre logique, c'est qu'Écran Large est un site qui est grand public, accessible et gratuit. En revanche, pour ceux qui s'abonnent, on fait 4 articles par semaine, des articles qui sont spécialement un peu en remerciement, en accompagnement du soutien des abonnés. Et tout simplement, chaque semaine, il y a donc, oui c'est ça, 4 articles abonnés. Cette semaine, on en a eu un qui revenait sur Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg. Il y en a eu un autre sur, j'ai déjà oublié parce que je suis Alors fatigué. récemment, on a eu Cartouche, par exemple. C'est bien vrai. Voilà. Il va y avoir ce week-end... Le 5e élément. Oula oui. Et voilà, bref, en gros, on revient sur des auteurs, sur des films, sur des périodes, sur des mouvements qui nous plaisent, et on espère qu'ils vous plaisent, pour y revenir en détail et essayer de donner à nos abonnés des articles les plus quali possibles. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on veut votre argent. On vous embrasse, on espère que vous allez bien, et que cette vidéo vous aura plu. Salut!